Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Bonjour, bonjour. Tenez-vous bien, dans l'actualité ce matin, l'État n'assure pas ses engagements. L'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école est négligé. Du coup, des associations l'attaquent en justice. La nouvelle également, guerre de l'espionnage, version TikTok et les réseaux sociaux. L'Occident se protège face à la Chine et nous essaierons de comprendre pourquoi. Au programme aussi de ce Parlons Vrai chez Bourdin, et comme c'est jeudi, donc de 11h à midi, le débat c'est politique. Les députés débattront sur le fameux Mars rouge, l'inflation galopante, et sur la retraite aussi. Vous intervenez sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous avez le programme, vous avez des idées, vous avez des questions, nous vous attendons sur l'antenne. Bienvenue aussi à Félix Mathieu. Dans quel monde vit-on? Bonjour Félix. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Alors ça, j'étais sûr que ça retiendrait votre attention. Ah bah oui. Si vous voulez demander votre âme sœur en mariage, une agence propose une idée originale, tenez-vous bien. Pourquoi pas lui demander sa main sur la proue du Titanic? Bon, ça coûte quand même 1 million d'euros. Eh oui, le prix de la légende et de l'histoire. Pour se retrouver dans le décor de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, même si, bon, quand on parle du Titanic, en vrai, on parle quand même d'une épave à 3800 mètres de fond tout de même. C'est pas pratique de jouer sur le Titanic parce que... Oui, c'est vrai. Il faudra donc embarquer 2 jours plus tôt à Saint John au Canada. Puis, une fois sur les lieux du naufrage, là, vous descendrez à bord d'un submersible ultra sophistiqué. Puis, vous arriverez à l'épave légendaire, l'occasion d'explorer un peu les environs avant le moment clé de l'expédition, la demande en mariage sur la proue du navire. Ah, ça fait rêver, hein. On peut pas dire non à ce moment-là. Demande en mariage avec champagne, bouquet de roses, applaudissements de l'équipage et Céline Dion en fond sonore, bien sûr. C'est l'agence Apothéo Surprise qui propose ce service pour 1 million d'euros. Annonce repérée par Midi Libre. Apothéo s'est spécialisé dans les demandes en mariage originales. Comptez 25 millions pour une demande depuis un vaisseau spatial autour de la Lune. Autre scénario possible, en limousine à Paris, au Stade de France, à Disneyland ou pourquoi pas dans un petit chalet sur une île privée. Bon, rien que de très banal, me direz-vous, comparé à la légende de l'océan. 1 million d'euros, tout de même. Qui pourrait vous dire non? Faut mettre un peu ça de côté. Qui pourrait vous... Oui, vous avez commencé à mettre de côté, Félix. Oui. Bon, avant tout cela, quand même, avant le mariage, il convient aussi d'être en alerte sur plusieurs questions, notamment la sexualité. Et oui, c'est important. Aussi, le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie ont décidé de mettre l'État devant ses responsabilités. Oui, la question de l'éducation sexuelle à l'école réapparaît. Avec nous, Florence Thune, présidente de SIDAction. Bonjour Florence Thune. Bonjour. Bon, vous attaquez carrément l'État, c'est-à-dire vous saisissez le tribunal administratif de Paris. Pourquoi? L'éducation sexuelle à l'école, ça ne fonctionne pas, c'est ça? Alors déjà, je voudrais repréciser qu'on parle bien d'éducation à la sexualité, oui. qui effectivement recouvre plusieurs champs dans l'éducation sexuelle, mais en tout cas plusieurs champs, et notamment par exemple en primaire, la question de la relation avec les autres, l'égalité filles-garçons. Donc vous voyez, ça recouvre vraiment des champs très divers et c'est important de le préciser. C'est pas simplement l'histoire de la reproduction en sciences naturelles, c'est ce que vous dites, c'est ça? Voilà, bien sûr que non. Hein. Ouais. Voilà, ces séances, elles sont obligatoires donc tout au long de la vie scolaire et bien sûr, selon les classes d'âge, sont abordées différentes thématiques et ça commence effectivement avec l'école primaire où on parle aussi de respect de l'autre, des différences, de ce que ça veut dire être amoureux. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment très large et on rappelle aussi que les enfants subissent des violences sexuelles et donc c'est important aussi de parler de pouvoir dire non, du respect de son corps, etc. De la prévention d'une certaine manière. Voilà. Alors très concrètement, le fait que vous saisissiez le tribunal administratif de Paris, c'est que vous vous appuyez sur une loi, celle de 2001, qui est très précise, hein? Tout à fait. Cette loi de 2001, elle enjoint effectivement l'État, en tout cas l'éducation nationale, à réaliser tout au long de la vie scolaire ces 3 séances d'éducation à la sexualité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, donc après 3 séances par an, c'est ça? Chaque année, 3 séances. Voilà. Mais des séances de quoi? D'1 heure, c'est ça?
Alors oui, c'est adaptable selon les tranches d'âge, selon l'attention portée par les enfants et après les adolescents. Donc ça, c'est en fonction aussi des thèmes. Et ces séances, en fait, elles sont donc, comme je disais, adaptées à chaque classe d'âge et elles doivent aborder un certain nombre de thématiques. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces séances, effectivement, ne sont pas réalisées. Pourquoi À qui la faute? Alors vous dites c'est l'État, mais c'est quoi? C'est un fonctionnement, c'est un non-respect? Vous attaquez par quel angle, d'une certaine manière? De fait, nous, on attaque effectivement à ce stade sur la réalisation effectivement des 3 séances. Ce qu'on constate, de fait, c'est qu'elles ne sont pas réalisées. C'est à la fois par manque de formation, hein, puisque effectivement, pour faire ces séances, il faut être formé, parce que voilà, parler de tous ces sujets, c'est important d'être formé. On sait aussi que les profs sont sous-effectifs et souvent débordés, donc c'est important aussi d'avoir plus de moyens pour faire en sorte que des associations puissent intervenir, hein, parce que animer un groupe, échanger sur tous ces sujets, il faut être formé. Alors justement, Florence Thune, donc présidente de SIDAction, très intéressant. C'est-à-dire que qui donne ce cours? Alors si c'est l'enseignant, on imagine par exemple, bien sûr, petites écoles, c'est la maîtresse. Après, c'est qui? C'est quel professeur au collège? C'est quel professeur au lycée? Ça peut être abordé sur différentes thématiques. Aujourd'hui, les professeurs peuvent délivrer ces formations, mais aussi des infirmières scolaires. Donc, vous voyez, on a plusieurs acteurs au sein de l'établissement qui peuvent être habilités et formés. Donc ça, c'est important. Hein, et vos associations peuvent intervenir aussi ou pas? Voilà, tout à fait. Par exemple, le planning familial intervient dans les écoles. Nous, à SIDAction, on soutient des associations sur les terrains qui interviennent dans ces écoles. Et on voit vraiment, on voit à quel point, quand ces séances sont réalisées, quand c'est fait en binôme avec des professeurs et avec des associations, ça a un impact sur la connaissance des enfants, mais plus largement que ça améliore aussi le climat scolaire. On a une baisse des remarques sexistes, on a une baisse des violences. Donc vous voyez, c'est un domaine qui vraiment a une influence sur un certain nombre de choses, y compris le climat scolaire. Bon, et là, nous sommes clairement sur une question sociétale. Alors, effectivement, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous, auditeurs de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 parce que peut-être votre enfant a reçu ces leçons. Peut-être vous pensez d'une certaine manière que ce n'est pas forcément à l'école de le faire. Est-ce que c'est à l'école de le faire vraiment, Florence Thune ? C'est à l'école d'aborder toutes ces thématiques, en complément évidemment avec ce qu'on peut apprendre à la maison, avec ce qu'on peut voir aussi sur Internet. Dans ces cours, par exemple, dans ces séances, on parle aussi de tout ce qui est éducation à l'information, aux médias, c'est-à-dire comment on va aller chercher aussi de la bonne information. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants, les ados et même les adultes, mais sont susceptibles d'aller faire plein d'informations, et aussi sur Internet. Et dans ces séances d'éducation à la sexualité, on apprend aussi aux enfants, on les sensibilise sur la question de l'accès à la bonne information. Alors vous parliez justement, Florence, de cet accès très général et notamment via Internet. C'est-à-dire que là, on est même dans une situation où il y a trop d'accès à la sexualité puisque beaucoup d'enfants aujourd'hui, nous le savons, ont accès à des images à caractère pornographique. Donc là, plus que jamais, il y a besoin de les encadrer parce que la découverte de ces scènes, c'est complètement choquant. Exactement, d'où l'importance de créer un moment dans toutes ces scolarités, des moments un peu sécurisés où les enfants ou les adolescents vont pouvoir parler de tout ça. Et ça, c'est vraiment aussi important de se dire que les enfants aient cette bonne information. On n'empêchera pas le fait que les enfants ou les adolescents aient accès de toute façon effectivement à Internet et à toutes ces images. Hein. Mais c'est important aussi qu'eux apprennent à réagir par rapport à ça. Bon, alors justement, réagir par rapport à ça, parce que il y a les questions que nous nous posons tous. Bon, un enfant qui va découvrir la sexualité, est-ce que concrètement dans ses cours, on lui dit, je ne sais pas, la taille du pénis, on lui dit la question du clitoris, est-ce que clairement on répond à des questions concrètes qui font qu'un jour on se retrouve un petit peu perdu lors du premier rapport sexuel, par exemple? Mais bien sûr, c'est effectivement, alors évidemment selon les âges, hein, en étant ado,
on parle de toutes ces questions-là parce que c'est important de mettre des mots aussi sur les choses et aussi de se dire que on sait tous à quel point quand on entre dans la sexualité, c'est compliqué, on se pose plein de questions et on se pose des questions sur son orientation sexuelle et c'est vraiment important là d'avoir les bonnes informations pour que justement ces ados, au moment où ils rentrent dans leur sexualité, ils y rentrent en étant avec du plaisir, en étant dans un rapport consenti. Enfin, c'est vraiment important et c'est ça qui se discute aussi au sein de ces séances d'éducation. Vous connaissez aussi, j'imagine, ce discours très politique qui s'insurge d'un possible lobbying. Je reprends leur thème, notamment. Il y a l'association SOS Homophobie qui parle. Donc, on parle de LGBT, tout ça. Est-ce que le discours est totalement neutre? Est-ce que ce discours, en tout cas, est rassemblant? Mais oui, il est neutre et rassemblant parce que justement, il permet à ces enfants et à ces adolescents de parler de toutes les sexualités, de faire en sorte qu'aujourd'hui, un enfant, un adolescent, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, etc., puisse trouver les outils pour avoir une sexualité épanouie. Et pour ce qui nous concerne, par exemple, sur la question de la lutte contre le VIH, eh bien, aujourd'hui, il faut à tout prix que les adolescents aient la bonne information sur la question du VIH, sur la façon de s'en protéger, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et aujourd'hui, on voit les résultats. C'est-à-dire qu'on avait, en 2013, parmi les personnes qui découvraient leur séropositivité, 11% de jeunes de 25 ans. Aujourd'hui, on en a 15%. Donc, on a une augmentation des jeunes qui découvrent leur séropositivité. Voilà, vous voyez, c'est aussi important de doter aussi les adolescents des bons outils. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, dans les chiffres, 67% des jeunes de 15 à 24 ans déclarent ne pas avoir bénéficié de ces fameuses 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité. C'est ce que vous nous avez reprécisé. Alors, concrètement, est-ce que votre demande en justice peut permettre de faire plier le gouvernement? Qu'est-ce que vous recherchez concrètement? C'est que le gouvernement dise oui, ça y est, on met ça en place? Oui, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est que effectivement, ce soit mis en place et que les établissements aient les moyens pour le faire, que les professeurs soient formés. Aujourd'hui, on a un ministre de l'Éducation nationale qui, heureusement, est engagé sur cette question. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que depuis 20 ans, on a eu d'autres ministres auparavant qui étaient sincèrement engagés sur la question. Or, de fait, la loi n'a pas été appliquée. Et donc, il faut vraiment pouvoir doter les établissements, par exemple, de moyens qui permettent de faire appel à des associations externes pour travailler avec les professeurs. Vraiment d'améliorer les formations, de faire en sorte que les professeurs aient le temps aussi d'avoir accès à ces formations. C'est vraiment aussi une question de moyens et de volonté politique. Mais nous sommes bien d'accord, enfin, dites-nous ce que vous en pensez, Florence Thune, mais l'idéal, c'est que ce ne soit quand même pas les enseignants qui parlent, je reviens à mon histoire, de clitoris, de plaisir, de relations je ne sais quoi. C'est bien que ce soit des professionnels qui viennent dans l'enceinte des établissements scolaires, quand même. C'est bien d'avoir ce binôme, c'est vraiment important. Parce binôme, que selon les cas, les choses peuvent être... Et parler de clitoris, c'est pas un gros mot non plus. Je vous confirme, non, ça n'en est pas un. La biologie, vous voyez, c'est vraiment important de mettre des mots et de faire en sorte que ces mots ne soient pas tabous. Bon, allez, on a dit aucun gros mot, c'est ça qui est magnifique, comme quoi la sexualité c'est quelque chose de beau et qui s'apprend. Merci Florence Thune, en tout cas, nous suivrons cette saisie du tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'État. 3 associations, donc le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie. Dans un instant, nous abordons le deuxième gros sujet d'actualité de ce matin qui a retenu notre attention. Vous intervenez 0826 300 300 sur Sud Radio. Si quelque chose vous a choqué sur ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas, sur la sexualité, à l'école notamment. Mais bien sûr, nous allons glisser tout doucement sur la question de TikTok. Ça y est, on refait un coup de guerre d'espionnage. Les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre, nous les uns les autres, bref, et les enfants surtout. Allez, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Sommes-nous espionnés par TikTok? La Chine est derrière TikTok, ce réseau social qui cartonne chez les jeunes, et beaucoup de mesures, notamment la Commission européenne qui interdit à TikTok, à son personnel, pour protéger l'institution. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bon, c'est un petit peu la guerre revisitée là, parce que entre les Américains d'un côté, les Canadiens, l'Union européenne, tout le monde dit attention à TikTok, les Chinois pourraient nous espionner via réseau social TikTok. Comment c'est possible? Dites-nous comment c'est possible.
Alors, il faut distinguer deux choses. D'une part, un univers dans lequel on est plongé depuis plus d'une dizaine d'années, qui est celui de la surveillance. Ça, c'est ce que font déjà Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux. Ils espionnent à le moindre fait des gestes, à la moindre trace numérique que nous pouvons laisser online et en profitent pour mieux nous cerner et mieux nous vendre des produits, des services et des idées. C'est ce qu'on appelle les algorithmes, hein, c'est ça? Alors tout ça est fait par des algorithmes, absolument tout ça est fait par des algorithmes. Mais là, on a affaire à un autre type de menace qui, en plus de cette surveillance, concerne l'espionnage. Et ça, c'est très différent. C'est la capacité d'insérer dans un logiciel, quel qu'il soit, réseau social ou autre, un logiciel malveillant qui va prendre le contrôle de votre téléphone et à partir de là, accéder à l'ensemble des données de votre téléphone, que ce soit vos mails professionnels, vos conversations sur Signal, Telegram ou WhatsApp, et l'ensemble des données accessibles depuis votre téléphone. Et ça, c'est une menace pour des gens qui travaillent dans des organisations sensibles. Bon, aujourd'hui, les autorités veulent tout simplement vérifier que TikTok a bien obtenu le fameux consentement valable pour la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels. C'est ça, mais évidemment, ils ne l'ont pas. Ouais. Ça concerne vraiment la partie surveillance. Quelque chose que Facebook fait également, quelque chose que Facebook viole également. Là-dessus, il n'y a pas une différence fondamentale entre TikTok et Facebook. La vraie différence, c'est que TikTok est chinois. La crainte de la Commission européenne, la crainte des États-Unis concerne l'espionnage. C'est quelque chose de totalement différent. Ouais. C'est utiliser le fait que je possède une application sur votre téléphone pour insérer dans cette application un système d'espionnage qui va prendre le contrôle de votre téléphone. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, Facebook ne l'a jamais fait et n'a jamais osé le faire et ne le fera probablement jamais. Bon, de son côté, TikTok nie tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ces données. Il faut rappeler que derrière TikTok, on dit ce sont les Chinois, mais c'est d'abord une entreprise. Après, reste à savoir le lien entre l'entreprise, le gouvernement chinois et la volonté de cette démarche d'espionnage dont vous nous parlez. Ça, c'est pas avéré encore. Si, ça c'est totalement avéré. Les entreprises face au régime chinois sont soumises à collaborer de façon claire et nette avec le gouvernement chinois. Il en est de même à travers le Patriot Act, le Cloud Act et tout un tas de lois américaines entre les entreprises américaines et le gouvernement américain. Là encore, la différence n'est pas phénoménale. La véritable différence, le cœur de cette différence, c'est que on a affaire à des Chinois. Jusqu'ici, on avait affaire à une menace tout à fait similaire, mais venant de la part des Américains. Et surtout, on avait affaire à des entreprises comme Facebook qui sont cotées en bourse et qui ne se remettraient pas d'un scandale concernant l'espionnage. Bon. Elles font avec la surveillance, mais l'espionnage, c'est une toute autre affaire. C'est quand même un travail. Alors évidemment, bon, vous avez un regard de spécialiste, donc ça ne vous impressionne peut-être un peu moins que nous, mais imaginez comment récolter toutes ces infos. D'une certaine manière, il faudrait 10 millions d'informaticiens en Chine qui trieraient des données de TikTok. Mais ça, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait autant de personnes avec autant de travail? C'est envisageable ou pas? C'est totalement envisageable, en plus qu'il ne faut absolument pas 10 millions d'informaticiens, il faut des algorithmes. Et là, on les a, les Chinois les ont, les Américains les ont, ça fait bien longtemps qu'on a tous ces algorithmes qui permettent de faire sens de cette masse gigantesque de données. Mais j'insiste, encore une fois, il s'agit, la crainte aujourd'hui, c'est l'espionnage. Donc là, il n'y a absolument pas besoin de millions de personnes, il s'agit d'aller repérer. Par exemple, imaginons le téléphone de Thierry Breton qui utiliserait, pour des raisons qui nous échappent, TikTok, et à partir de l'accès qu'on aurait privilégié sur le téléphone de Thierry Breton, accéder à ses mails professionnels de façon à préparer une négociation commerciale entre la Chine et l'Europe. Voilà, il est évident que ce ne sont pas nos enfants, par exemple, qui sont espionnés, mais évidemment, bien sûr, des hommes politiques dont vous parlez, des grands chefs d'entreprise, etc. etc. Mais quand même, d'une certaine manière, le fait que des connexions se fassent les uns aux autres, très vite, on peut arriver à un ratissage assez large, quand même. On peut arriver à un ratissage extrêmement large. On est déjà arrivé depuis bien longtemps à ce ratissage extrêmement large. C'est la société de la surveillance dans laquelle nous sommes entrés de plein pied depuis plus de 10 ans à travers l'usage intensif des réseaux sociaux et d'une multitude d'applications sur nos téléphones portables qui remontent auprès des GAFAM une quantité faramineuse d'informations qui sont traitées pour mieux nous comprendre, mieux nous cerner, mieux nous vendre des choses. Et depuis quelque temps, on en est tous conscients aujourd'hui, mieux nous vendre des idées. Et c'est là que intervient l'idée d'une ingérence étrangère dans l'opinion publique nationale. Bon, alors clairement, les auditeurs de Sud Radio se disent Fabrice Epelboin, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les réseaux sociaux? Non, c'est pas l'idée. Mais en revanche, est-ce qu'il y a une politique générale à mettre en place? Est-ce que finalement, c'est si bien que ça, ces réseaux sociaux?
Il y a quelque chose qui relève de l'ordre de l'éducation populaire aux réseaux sociaux, tant des parents que des enfants. Il faut comprendre ce à quoi on a affaire, il faut se méfier de certains aspects, il faut prendre conscience de certaines fonctionnalités qui peuvent être particulièrement perturbantes. Je pense par exemple à ces filtres qui sont apparus il n'y a pas longtemps sur TikTok en particulier, qui vous permettent de modifier votre physique et de vous maquiller et d'apparaître bien plus beau que vous ne l'êtes réellement. Oui. Et ça peut provoquer des troubles assez graves, notamment chez les adolescents qui sont particulièrement perturbés à cet âge quant à leur apparence physique. On a une quantité faramineuse d'impacts psychologiques générés par ces réseaux sociaux qui sont à prendre en compte, qui sont à comprendre et qui sont à discuter entre parents et enfants, et notamment également dans le cadre de l'éducation nationale. Dites-nous, vous êtes parents, vous avez interdit TikTok à vos enfants, ou alors vous les avez autorisés. 0826 300 300, appelez-nous, faites-nous partager cette expérience. D'autant que TikTok, et ça, bon, c'est une information qui vient de sortir, va imposer une limite de 60 minutes quotidiennes aux utilisateurs de moins de 18 ans. C'est quoi ça, Fabrice Epelboin? C'est de la communication, parce qu'on voit que s'ils veulent dépasser cette heure, il y a un petit code à trouver, c'est eux qui l'ont, et puis on continue. C'est un peu prendre les gens pour des idiots, non? Non, en l'occurrence, c'est une loi chinoise. En Chine, quand vous avez moins de 18 ans, vous avez un temps d'utilisation des réseaux sociaux ou des jeux vidéo qui est limité par l'État. Et ça marche? Ça marche? Alors, est-ce que ça marche? C'est compliqué à dire, parce que les études en Chine ne sont pas vraiment comparables à ce qu'on peut faire en Occident, mais toujours est-il que le gouvernement chinois a décidé que les jeux vidéo et les réseaux sociaux n'étaient pas une activité fantastique pour les enfants, et que dès lors, il a imposé des limites d'usage. Donc du coup TikTok emboîte le pas, limite de 60 minutes. Alors il dit aussi passer 1 heure de consultation, donc l'adolescent devra entrer un mot de passe, et ce qui l'amènera à prendre l'initiative de prolonger. C'est ce que vous disiez finalement, c'est un petit peu l'apprentissage de la consommation du réseau social. Tout à fait. Apple propose ce type de fonctionnalité beaucoup moins bridée, mais Apple vous fait régulièrement des rapports d'activité qui vous donnent une idée de l'usage que vous faites de votre téléphone. Là, on est dans la transposition d'une loi chinoise, et donc une fonctionnalité qui existait depuis longtemps dans la version chinoise de TikTok, qui est assez différente de la version occidentale de TikTok, et qui bride l'utilisation à 1 heure par jour ou plusieurs heures par semaine. C'est quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue géopolitique, parce que c'est l'éruption dans le monde occidental de règles d'utilisation qui sont issues quand même d'une dictature. Oui, donc ça veut dire quand même que TikTok montre d'une certaine manière l'exemple. Est-ce que les Américains vont emboîter le pas sur, on va dire, le bon comportement de la consommation des réseaux sociaux? Est-ce que là aussi, ça risque de réagir et d'emboîter le pas? La réaction va être intéressante, parce que très clairement TikTok montre l'exemple, mais TikTok montre la façon dont la Chine gère sa population. Et vous venez de rappeler l'esprit dictature aussi, donc c'est à double tranchant. Voilà. C'est totalement à double tranchant. Si les Américains emboîtent le pas, ça revient à admettre qu'effectivement la dictature chinoise marque des points. C'est très compliqué, on va attendre avec impatience la réaction des États-Unis et de l'Europe face à cette proposition d'usage de TikTok, mais de nombreux parents se diront que au final, ça n'est pas plus mal. Fabrice Epelboin, juste pour conclure, TikTok aujourd'hui, c'est le réseau social qui marche le mieux chez les jeunes. Snapchat, Instagram, ça en est où ? Oui, c'est très clairement le réseau social qui marche le mieux chez les jeunes. Leur algorithme de recommandation de contenu est de loin le plus performant. Leur proposition de création de contenu et les outils qu'ils fournissent pour créer du contenu clairement plaît énormément aux jeunes. Et à ce jour, c'est le réseau où il faut être si vous avez, on va dire, moins de 20 ans. Bon, est-ce que vous interdisez à vos enfants les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes méfiant? N'hésitez pas, 0826 300 300, nous marquons une petite pause pub, n'oubliez pas, 11h l'info, et puis après le grand débat avec les députés. La question de la hausse des prix, Mars rouge, la question également des retraites. Un grand merci à Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux, qui nous a éclairés. Allez, à tout de suite. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est jeudi, c'est politique et c'est le débat que vous attendez bien sûr. Inflation, hausse des prix, pourquoi nous risquons de souffrir encore un peu plus au moment de passer à la caisse en faisant nos courses ce mois-ci. Il est même évoqué un certain Mars rouge, vous comprenez bien la symbolique. Avec nous pour en parler, 3 députés. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne, membre de la NUPES. Bonjour. Bonjour. Nous recevons également Mathieu Lefebvre, député Renaissance, membre de la commission
commission des finances. Bonjour Mathieu Bonjour. Lefebvre. Et puis Edwige Diaz, que je salue également, député Rassemblement National de Gironde. Bonjour. Bonjour. Bon, le gouvernement peut-il empêcher la flambée finalement parce que l'auditeur de Sud Radio se dit ok, mais est-ce qu'on ne peut rien faire? Si, a priori, Olivier Véran a même promis de casser les prix du quotidien. Mathieu Lefebvre, comment c'est possible? Mais non seulement il le faut, mais le gouvernement doit le faire et il va le faire. Le ministre de l'économie a indiqué que d'ici au 15 mars, il y aurait une forme de panier anti-inflation qui serait composé d'ailleurs aussi bien de produits alimentaires que de produits non alimentaires. Ça n'a pas fait l'unanimité d'ailleurs ce panier. Non, ouais. C'est peut-être une solution qu'il faut construire, travailler et améliorer. En tout cas, il faut évidemment une réponse d'urgence, mais j'ai envie de le dire à vos auditeurs, comme le gouvernement l'a toujours fait depuis un an et depuis les conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine. Le gouvernement a toujours pris ses responsabilités. Alors, le gouvernement, il n'est pas seul dans cette bataille contre l'inflation. La bataille contre l'inflation, elle doit aussi être menée par les distributeurs. Les distributeurs doivent faire un effort, ils doivent rogner leurs marges pour que les Français puissent avoir un gain de pouvoir d'achat. Les négociations entre industriels et supermarchés se sont conclues hier. On n'a pas encore les résultats. Il faudra quelques jours, mais très vite nous le saurons. Sophie Taillé-Polian, le gouvernement propose de le faire. 1, est-ce qu'il va le faire? Et 2, vous, si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, je voudrais quand même pointer le bilan du gouvernement. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont du mal, finalement, à répondre à ce besoin primaire qui est le besoin de s'alimenter. Alors, je ne vous parle même pas de la qualité de l'alimentation. Et ça, c'est lié à des politiques qui sont mises en place depuis le Covid, où finalement, on a aidé extrêmement petitement et extrêmement ponctuellement les familles en difficulté, au lieu de mettre en place une aide régulière qui puisse aussi être, arriver en fait, aux destinataires. Une aide régulière ou une aide plus forte? Parce que une aide à la fois régulière et une aide plus forte. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une aide de 50 € par personne pour 11 millions de foyers qui se déploierait tous les mois jusqu'à ce que ça aille mieux. Tous les mois, l'État donne 50 € à chaque consommateur, en fonction bien sûr de son revenu. En fonction bien sûr de son revenu, pour répondre à cette précarité alimentaire qui aujourd'hui touche, je le répète, plus de 8 millions de personnes. Vous savez que dans notre pays, il y a un enfant sur 4 qui n'a pas accès aux fruits et légumes nécessaires pour sa santé. Oui. Alors, c'est quand même de ça dont on parle. Et ce qui est intéressant, insuffisance de moyens pour plus de 9 millions de personnes en France qui voudraient juste respecter, vous savez, ce qu'on conseille, c'est-à-dire 5 fruits et légumes. Oui. Voilà, c'est ça. Edwige Diaz, d'accord sur cette idée? Bon, j'imagine pas forcément, parce que ça peut coûter cher aussi de donner à chaque personne 50 €. Alors, moi, je vais commencer par vous dire que oui, lutter contre l'inflation, c'est possible. Et c'est pas parce que le gouvernement a échoué en la matière qu'il n'existe pas d'autres propositions. Mais en tout cas, il est évident que le gouvernement a échoué en la matière. Même si par rapport aux voisins, il s'en sort plutôt bien. Alors moi, j'ai retrouvé un certain nombre de déclarations de Bruno Le Maire qui nous disait, ou alors d'Olivier Véran qui nous disait, nous sommes actuellement au pic de l'inflation, c'était l'année dernière, nous avons passé le pire, et puis finalement, en fait, le pire ne passe jamais, et on se rend compte que le pire est toujours devant nous. Donc nous prenons ce sujet très au sérieux au Rassemblement National. C'est la raison pour laquelle, dès juillet 2022, nous avons déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour demander une commission d'enquête parlementaire, premièrement sur les causes de l'inflation et deuxièmement pour identifier les profiteurs de crise. Nous avons proposé à l'Assemblée nationale... C'est bien ça, l'auditeur se dit qui se moque de moi finalement. Exactement, voilà. Et pour le coup, dans cette affaire, les crises Covid et les crises ukrainiennes ont bon dos. Dans cette affaire, il y a des gens qui font des super profits et donc il faut les taxer. C'est ce que nous avons proposé à l'Assemblée nationale et malheureusement, notre proposition n'a pas été adoptée. J'ai un certain nombre d'autres mesures que je voudrais vous présenter. Attendez, on va les décliner. Non mais Mathieu Lefebvre, réponse. Non mais simplement, quand j'entends qu'il n'y a pas de résultat, les chiffres sont sans appel. La France est le pays qui a le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. On peut croire que c'est pas grâce au gouvernement, on peut croire que c'est pas grâce à la majorité. 6%, mais j'observe que à la fois la NUPES et le Rassemblement National se sont opposés au Parlement à l'ensemble des propositions que nous avons formulées pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Le bouclier tarifaire, par exemple, Madame Diaz, c'est 200 € par mois qui sont économisés par les Français et ça fait à peu près 2000 € dans l'année. Vous pouvez dire sur un plateau cela, mais la réalité c'est que nous avons proposé cela. L'échec, Madame Taillé-Polian, nous en avons proposé à l'occasion du projet de loi de finances. C'est une allocation de 100 € qui a été fournie à la rentrée pour passer le cap. On peut aller plus loin. Quel cap? Mais ça marche. Vous l'avez refusé, Madame Taillé-Polian. Alors attendez,
c'est très sympathique d'avoir chacun son tour. Mais il n'y a pas les actes et il n'y a pas les Là n'est votes. pas le sujet. Vous n'allez pas faire croire aux gens que les députés de la NUPES se sont opposés aux aides au budget ponctuelles. aussi, Mais madame. Qui n'a pas été voté, vous avez il y mis a une chose 49.3. qui est Alors certaine. attendez, parce que c'est inaudible. Je veux bien comprendre. Quand on dit on peut casser les prix, l'inflation, Mars rouge n'est pas Une fatalité. Une fatalité. Est-ce que, oui ou non, il est juste de dire ça? Est-ce que la solution pour vous, et vous le rappelez, Sophie Taillé-Polian, c'est une aide? Ou est-ce que, Edwige Diaz, je reviens à vous, il y a d'autres moyens, notamment la pression sur les distributeurs, les industriels? Ce qu'a dit le gouvernement d'ailleurs aussi. Hein. Oui, Ouais. mais là, quand même, Emmanuel Macron, on est réduit à demander aux industriels de faire preuve de charité. Je veux dire, Emmanuel Macron n'a aucune autorité sur les grands distributeurs, donc en fait, il faut travailler autrement. Il faut qu'il en ait. Non, mais en fait, là, on est dans l'indépendance des entreprises. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne faut pas dire aux gens, nous allons pouvoir attaquer les industriels comme ça. Moi, ce que je veux dire, et je voudrais que le gouvernement entende nos propositions. Donc, deuxième proposition, la taxation des super profits. Ensuite, nous avons proposé... Donc là, c'est concret. Exactement, c'est très concret. C'est pas ce qui va donner des euros en plus aux Français, pardonnez-moi. Vous proposez une commission d'enquête et une taxe. Edwige Diaz, continuez. Monsieur, ne nous donnez pas des leçons en matière de lutte contre l'inflation, parce que votre bilan, à vous, il est ridicule. Et si aujourd'hui on a d'autant plus, si aujourd'hui on a autant de Français qui perdent du pouvoir d'achat, c'est à cause de vous. Désolé de vous le dire, ça fait 6 ans que vous êtes au pouvoir, le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté. Donc je vais revenir sur les propositions et j'espère que monsieur le député de la majorité, vous allez enfin nous entendre. Donc là, vous venez de proposer ça, de taxer les super profits. S'il vous plaît. Je peux finir, s'il vous plaît? Oui, d'accord, mais chacun son tour. Donc, si vous voulez... Attendez, Edwige Diaz, je mène. Vous avez quand même évoqué quelque chose qui semble intéressant. Je voulais demander, on revient à vous, mais Sophie Taillé-Polian, est-ce que taxer, en l'occurrence, les grands industriels, vous cautionnez? Vous dites oui. C'est même nous qui avons proposé la taxe sur les super profits au départ, juste après. Donc là, vous êtes d'accord, Rassemblement National et Mais moi, je voudrais NUPES. revenir sur quelque chose, par exemple. Vous voyez, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les négociations entre les distributeurs et les producteurs, vous voyez que les petits producteurs ont essayé de limiter l'augmentation des prix bien plus que les grandes multinationales. Parce qu'effectivement, il y a des industries agroalimentaires énormes qui d'ailleurs, par ailleurs, n'ont aucun respect pour l'environnement dans leur production et font de l'industrie et de l'agriculture intensive, polluante et ne recherchent jamais en réalité le juste prix et ne recherchent que l'injuste dividende. Oui, donc nous sommes favorables donc vous à êtes taxer favorable. bien entendu les super profits. Mais j'ajoute que pour financer une politique aussi au niveau de l'État, l'État aujourd'hui, comment il fait pour boucler son budget? C'est bien la première fois que vous en préoccupez, Madame Taillé-Polian. Mathieu Lefebvre, j'allais vous poser la question. Je voudrais terminer. Oui. L'État aujourd'hui engrange la TVA liée à l'inflation. Alors il ferait bien de la rendre aux Françaises et aux Français. Oui, parce que cette inflation, finalement, ça rapporte de l'argent. L'État, reconnaissez-le, Mathieu Lefebvre. Si vous pensez que l'État est riche avec 3 000 milliards d'euros de dette, je vous laisse cette responsabilité. Mais que vous avez créé, monsieur, par la baisse d'impôts aux entreprises. Non, mais simplement. Juste attendez, chacun votre tour, encore une fois. Merci, mais Mathieu Lefebvre, vous êtes d'accord que cette situation d'inflation aujourd'hui peut permettre aux caisses de l'État de se renflouer aussi, il faut l'avouer, il faut le dire. Non. Les économistes le disent. Les mesures de soutien au pouvoir d'achat coûtent des milliards et des dizaines de milliards d'euros à l'État. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, l'État ne peut pas tout et l'État doit pouvoir faire appel à la responsabilité des entreprises et singulièrement des distributeurs. Mais moi, j'observe les solutions qui sont proposées par les extrêmes. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une taxe sur les super profits, une commission d'enquête. Face à cela, nous, on a des réponses qui sont extrêmement raisonnables. Vous dites non, la taxe sur les super profits. Moi, je pense. Mais quand le président de la République dit j'appelle les distributeurs à faire un geste, quelle est la différence entre je les appelle et je vous demande de le faire? C'est un appel à la responsabilité des distributeurs, ça n'est pas une taxe. La taxe n'est pas la réponse à tous les maux français. On est le deuxième pays le plus taxé dans l'OCDE. Si vous pensez qu'une taxe de plus va résoudre les problèmes des Français et les aider à remplir leur panier quand ils vont faire leurs courses, c'est une aberration. Oui, mais quelle est la différence entre demander et exiger? Si on veut vraiment que ça se fasse, autant exiger plutôt que demander. Ça peut se faire sur la base de plus de contraintes, évidemment, dans un dialogue qui est serré et musclé avec les distributeurs. Moi, j'y suis tout à fait prêt. En revanche, la contrainte et la coercition, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans des économies administrées et on a vu ce que ça donnait, singulièrement en Espagne, par exemple. Ouais, Edwige Diaz, alors, autre proposition. Vous voyez, je vous oublie pas. Merci. Allez, on y revient, puis on devise, mais chacun son tour. Voilà. Oui, alors, évidemment,
mes collègues caricaturent nos propos. Donc je veux juste finir ma phrase tranquillement et donc répéter que oui, nous souhaitons identifier les profiteurs de crise. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé premièrement, dès juillet 2022, une commission d'enquête parlementaire. Nous attendons que le gouvernement ouvre cette commission d'enquête parlementaire. Je rappelle, notre taxation des superprofits, elle n'est pas destinée aux TPE-PME, elle est destinée aux entreprises qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ensuite, nous avons proposé dès la présidentielle, géants de l'énergie, par exemple. Ouais. Voilà. Nous avons proposé à l'occasion de l'élection présidentielle d'apliquer une TVA de 0% sur un panier de produits de 100 premières nécessités. En parallèle, il faut que l'on baisse la TVA en la passant de 20% à 5,5% sur les produits d'énergie, le gaz, le fioul, l'électricité. Et ça, en effet, le gouvernement peut le faire. Il ne veut pas le faire parce que, en effet, le gouvernement est totalement hypocrite quand il nous dit d'un côté qu'il va présenter un panier anti-inflation dont les contours sont absolument flous. Et bien finalement, il va nous redonner une petite partie de ce qu'il nous prend de la main droite, mais continue à nous prendre beaucoup de la main gauche parce que, comme vous l'avez souligné, dès lors qu'il y a une augmentation des prix, il y a une augmentation des recettes de la TVA à destination de l'État. Et donc évidemment, le gouvernement ne fait pas le travail comme il faut. Et via son ministre de l'économie ce matin, Bruno Le Maire, qui dit il n'y aura pas de mars rouge, l'inflation va refluer mi-2023. Le gouvernement est plutôt rassurant, Mathieu Lefebvre. Très court en conclusion avant la pause pub, mais nous revenons bien sûr après. Ouais. Oui, sur le pouvoir d'achat, les chiffres qui ont été donnés par l'INSEE ces derniers jours sont très intéressants. Ils montrent que le pouvoir d'achat des Français n'a pas diminué en 2022 grâce à deux phénomènes. Un, les suppressions et baisses d'impôts, suppression notamment de la redevance télé, fin de la suppression de la taxe d'habitation et protection du coût de l'énergie par les différentes mesures de soutien à l'énergie des Français. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur un plateau de télé, dire que la France est le pays le plus catastrophique, ou de radio, que tout est catastrophique, mais les chiffres sont là. Évidemment, nous devons aller plus loin et nous devons anticiper évidemment les conséquences de l'inflation future. Aller plus loin. On ira plus loin avec les auditeurs de Sud Radio parce que il y a des questions pour vous, chers députés, qui êtes avec nous au 0826 300 300. Oui, auditeurs de Sud Radio, vous venez vous poser vos questions. Il y en a plein, bien sûr. Nous y revenons dans un instant. On reste sur cette question de l'inflation Mars rouge parce que ça nous inquiète tous, ça nous énerve tous même. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. C'est jeudi, c'est politique. Vous écoutez Sud Radio et vous intervenez au 0826 300 300 pour nous faire part de votre vécu sur cette question. Vous avez entendu parler de Mars rouge. En fait, nous sortons d'une année 2022 rouge finalement et 2023 peut-être encore pire, rouge, noir. Nous en parlons avec trois députés dont je remercie d'être entrés avec conviction dans le débat dans cette première partie. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Edwige Diaz, député Rassemblement national. Je vous le disais, les auditeurs ont des questions. Nous allons partir dans les Hautes-Pyrénées, puis Darieux. Claude est avec nous. Les distributeurs, les producteurs industriels, tous obligés de répercuter la hausse de l'énergie, des coûts de production, etc., etc. Personne ne se sent vraiment responsable, mais en tout cas, tout le monde sait que le consommateur paye. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous. Alors, voilà. question et puis réaction de votre part, Claude. Oui. Donc, trois éléments. Le premier, il faut sortir de ce marché européen de l'énergie qui est totalement scandaleux, qui plombe les entreprises, qui plombe les artisans, qui plombe les agriculteurs et qui plombe les familles. Parce que même s'il y a le bouclier tarifaire, c'est nos impôts qui l'ont payé. On parle de 3 000 milliards de déficit, ce sont nos impôts. Donc, on le paye quand même. On va le payer. D'une manière ou d'une autre, on va le payer. Donc, premier point, marché européen énergie. Deuxième point. Tout à fait. Deuxième point. Donc, l'essence, 60% de taxes. Il faut baisser les taxes au niveau de l'essence, parce que ça, tous les gens qui travaillent, ils se font allumer. On va travailler et on perd de l'argent énormément. Ouais. Et ça, c'est totalement délirant. Il faut baisser les taxes pour arriver à un tarif beaucoup plus bas que ce qu'on a actuellement. Et parce que vous êtes très construit, Claude, et on ne peut que vous dire bravo. Le troisième point. Et le troisième, il faut baisser cette TVA, qui est l'impôt le plus injuste qui existe. Le plus injuste, c'est pas normal. On paye tous 20%, ça, entre 5 et 20%, mais tout le monde, quel que soit son revenu. Et ça, c'est un impôt qui est totalement injuste. Donc, il y a déjà ces mécanismes-là à baisser et à éliminer. Là, l'inflation va largement diminuer. Alors, très intéressant. Claude, vous restez avec nous. Les trois députés vous répondent. Il y a trois thèmes, vous êtes trois députés. Allez, on va commencer sur le marché européen de l'énergie. Réaction,
Mathieu Lefebvre pour Renaissance. C'est vrai qu'au niveau européen, il y a aussi à se mettre d'accord. On en parlait avec les agriculteurs mardi au Salon de l'Agriculture sur Sud Radio. Absolument, mais pour pouvoir sortir du marché européen de l'énergie, encore faut-il pouvoir agir en européen. Et uniquement le président de la République que je soutiens autour de cette table est susceptible de le faire. Donc on doit pouvoir le faire, mais on doit le faire en européen. On ne peut pas le faire d'un coup de baguette magique. Je voudrais simplement réagir sur l'essence, si vous me permettez de chipper un thème. Ouais. Sur l'essence, on a mis en place une indemnité pour les Français qui bossent et qui bossent beaucoup. Ouais. Ça s'appelle l'indemnité carburant travailleur. Peut-être qu'elle est pas intuitive, mais il suffit d'aller sur le site des impôts et on peut avoir 100 € et 200 € pour un couple quand on va travailler. C'est indispensable et c'est une solution qui est beaucoup plus utile et beaucoup plus pratique que la TVA, parce que la TVA, c'est une dépense certaine pour les finances publiques, mais un gain incertain pour le pouvoir d'achat des Français. Vous dites ça, Mathieu Lefebvre. Sophie Taillé-Polian, vous dites quoi? Alors notamment l'essence, taxe. Vous êtes plutôt du genre à vouloir taxer l'essence, mais on se repose la question quand même. Non, mais en fait, on ne veut pas empêcher les gens de se déplacer. Et on a des besoins pour se déplacer. Par contre, c'est sûr que dans la façon dont on se déplace, il faut privilégier de plus en plus les transports en commun. Et là, le gouvernement, et depuis 6 ans, a sous-investi en termes ferroviaires. Là, on vient de nous apprendre qu'il y a un plan. Bah, je dirais alléluia, mais il était temps. Mais c'est accessoirement, les prix des transports augmentent aussi. C'est les transports du quotidien en commun qui permettront à chacun de se déplacer et aussi de moins polluer. Et que ce soit moins cher, évidemment. Mais quand on a besoin de sa voiture, il faut pouvoir la prendre. Et sur la TVA, évidemment, monsieur a totalement raison. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. On nous parle des baisses d'impôts, mais en réalité, la TVA, on la paye de plus en plus avec l'inflation. Et je rappelle que la TVA, elle touche de manière gigantesque les petits revenus. En proportion, c'est insoutenable. Donc oui, il y a... La TVA que vous avez augmentée, Madame Taillé-Polian. Pardon, non, j'ai rien augmenté comme TVA, moi, monsieur. Hollande, mais monsieur Hollande, je ne l'ai pas trop soutenu, si vous n'avez pas trop suivi, vous voyez. Je rappelle que Sophie Taillé-Polian, vous êtes vice-présidente du groupe Écologiste. Donc forcément, avec le PS, ça n'a pas toujours été le grand amour. C'est le grand amour aujourd'hui, non? Oui, non? Écoutez, en tout cas, c'est la construction d'une alternative pour répondre aux problèmes du pays. C'est comme chaque couple, il y a des moments où ça va et d'autres où ça va. On construit, on travaille. Bien vu, et on pense à l'avenir. Bravo, je vous ai quand même aidé là-dessus. Edwige Diaz, réaction sur ce que nous a dit Claude. Oui, mais sur la sortie du marché européen de l'énergie, bien sûr, nous, au Rassemblement au RN, nous y sommes favorables. C'est d'ailleurs, nous avons proposé Nous avons fait une proposition de résolution en la matière en novembre dernier. Sur la TVA, oui, je rappelle que nous, au RN, nous souhaitons faire passer la TVA de 20% à 5,5%, notamment sur le carburant. Et nous avons aussi proposé de supprimer la hausse des taxes qu'Emmanuel Macron a instaurée dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2017 et 2018 sur la TICPE. Voilà, là, c'est ce que nous pouvons faire. De quoi parlez-vous, Madame Parce Diaz? que là, le problème, c'est qu'on nous explique qu'on va donner un chèque carburant, mais le problème avec ce gouvernement et sa politique de chèque, c'est que tout est gadget et tout est technocratique. Donc c'est tellement difficile à obtenir que la plupart des gens ne vont même pas sur les sites internet pour faire leur demande parce qu'ils se disent ou on n'ira pas le droit parce qu'on cochera pas toutes les cases, ou alors c'est trop compliqué, on va perdre trop de temps. Bon, réaction Mathieu Lefebvre? Non, vous savez, moi je pense pas que 100 € ou 200 € par mois ce soit gadget pour les Français, mais si Madame Diaz a quelques instants, je peux aller sur le site impôt.gouv.fr, ça prendra 5 minutes pour voir si elle est éligible. En fait, rendez-vous compte que les gens se font il y a un problème d'accès aux droits dans ce pays. Oui, il y a un problème d'accès aux droits. Pourquoi vous voulez pas faire simple? Encore faut-il... Attendez. Mais pourquoi vous voulez pas faire simple sur la TVA? Parce que là, on ne vous entend pas. Juste, vous terminez votre phrase, peut-être, Mathieu Lefebvre. Oui, non, simplement pour vous dire que je crois que c'est une aide qui est substantielle. 100 € à 200 € par mois, ça n'est pas rien. Vous l'avez dit. Moi, je pense que la TVA, ça n'est pas une bonne solution. C'est une solution qui est 10 à 15 fois moins opérante en réalité. Vous voulez dire la baisse de la TVA? La baisse de la TVA, qui est 10 à 15 fois moins opérante que ce que nous proposons. Pourquoi par exemple, vous demandez sur le bouclier tarifaire, par exemple. Le bouclier tarifaire, c'est 200 € en moins d'économiser par mois pour les Français. À la baisse de la TVA sur les prix de l'énergie, ça représenterait que 30 à 40 €. Bon, moi je considère qu'il vaut mieux protéger les Français à hauteur de 200 € que 40 € par mois. Sophie Taillé-Polian vous répond. Sophie Taillé-Polian. Encore faut-il effectivement qu'ils y aient vraiment accès. Et là, comme il y a des montagnes administratives à franchir pour y avoir accès, les gens n'y vont pas. Moi, je voudrais quand même revenir sur le marché de l'énergie. Oui, justement, ça a été peu expliqué. Voilà effectivement le résultat finalement de cette Europe libérale et avec laquelle il faut rompre. Nous, les écologistes, nous sommes très favorables à l'Europe. Nous croyons en l'Europe, nous voulons l'Europe. Mais l'Europe libérale, il faut arrêter. Et notamment les privatisations des biens communs et des besoins essentiels primaires de notre société. Donc sortir de ce marché et revenir sur des prix, je dirais, qui soient conformes au coût de production dans notre pays, c'est absolument indispensable. Et très vite. Parce que monsieur le maire nous dit, je vais le faire, mais enfin, ça fait 3 ans qu'on attend.
Très bien. Et merci d'avoir réagi et surtout merci à Claude depuis Darieux, auditeur de Sud Radio, qui nous a planté le débat sur ce petit module. On doit faire une pause publicitaire. Merci Claude, très très bien. Vous n'hésitez pas, 0826 300 300, c'est le principe sur l'antenne. On va glisser doucement mais sûrement, vous nous voyez venir bien sûr au Sénat et la question des retraites. Nous restons avec nos 3 députés. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Et la vie législative poursuit son chemin en France avec notre système bicaméraliste, 2 chambres. Députés qui sont avec nous dans ces jeudis politiques qui ont fait preuve, on va dire, d'agressivité à certains moments, de désordre même peut-être. Les sénateurs se disent, nous, concernant l'objet du débat, nous allons être plus posés. Vous l'avez compris, l'objet du débat, les retraites. Vous voulez intervenir sur les retraites, 0826 300 300 sur l'antenne de Sud Radio. Vous répondent Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne, le 9-4, membre de la NUPES. Mathieu Lefebvre, député Renaissance, membre de la Commission des Finances. Alors là-dessus, il a toutes les clés. Et puis Edwige Diaz, député Rassemblement national de Gironde, 33. C'est ça. Eh oui, voilà, puisqu'on est sur les numéros. Mon collègue Lefebvre est du 9-4. Deux Val-de-Marne. Oui, c'est pour ça. 2 fois 9-4, on m'aurait suspecté. Voilà, c'est ça. C'était ça le bon mot. Bon, ça va être plus calme au Sénat, on l'espère, parce que vous avez dû être fatigué d'ailleurs de ces débats sur les retraites, Sophie. Non, Sophie Taillé-Polian. Oui, c'est sûr que faire 9h minuit pendant plusieurs jours d'affilée, c'est fatigant. Mais il n'y avait pas moyen de s'entendre. Mais là n'est pas le problème. Vous savez, historiquement, le Sénat a toujours été fait pour calmer, voire pour empêcher que je dirais les changements n'arrivent dans l'histoire de notre République. Donc il ne serait pas étonnant qu'au Sénat il y ait une autre ambiance. Mais historiquement, l'Assemblée nationale a toujours été beaucoup plus éruptive que le Sénat, qui était toujours été fait pour calmer. Et donc, depuis Robespierre et compagnie, vous êtes d'ailleurs revendiqué de ces grands hommes politiques. Je ne me revendique pas de tout ce qu'a fait Robespierre, rassurez-vous. Non, puis quand je dis vous, mais il y en a d'autres évidemment, c'est l'ensemble des députés. Alors, bon, le Sénat, bien plus qu'un débat plus posé, c'est un débat qui est clé et qui va faire pencher la balance, Mathieu Lefebvre. C'est eux qui ont les clés ? D'abord, moi je regrette qu'on n'ait pas pu avoir le débat à l'Assemblée nationale. Le débat, il peut se faire partout dans le pays, sauf à l'Assemblée nationale. Et ça, on le doit malheureusement à la fois à l'obstruction et aux invectives de l'extrême gauche et à l'apathie de l'extrême droite. Maintenant, le Sénat va proposer... Qu'est-ce que vous appelez l'apathie de l'extrême droite ? Il n'y a eu aucune proposition de l'extrême droite. L'extrême droite n'a rien proposé dans ce débat, se contentant de dire parfois il y a un déficit, c'est pas très grave. Donc c'est le Sénat aujourd'hui qui a les clés, parce que du coup, avec vos possibles alliés LR, vous allez construire le texte final. Mais vous savez, c'est pas une question d'alliés LR ou de quoi que ce soit. Je pense que c'est un enjeu de souveraineté et de préservation de notre système de retraite. Et dans le fond, il y a les parlementaires qui ont un esprit de responsabilité, qui savent que demain notre système, face au choc démographique, ne pourra pas tenir la route, et par conséquent qu'on aura 2 options, soit baisser les pensions, soit augmenter les impôts et les augmenter massivement comme le propose l'extrême gauche. Donc moi je souhaite que le Sénat... Quand vous dites l'extrême gauche, vous comprenez qui Toute la NUPES, enfin les socialistes sont formulés des propositions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a que de l'extrême gauche. Moi j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui, peut-être Madame Taillé-Polian, mais je crois aujourd'hui qu'il y a 3 forces politiques, il y a une force d'extrême gauche, d'extrême droite et une force centrale. Comme si vous étiez la raison incarnée. En tout cas, Madame Taillé-Polian, vous vous êtes associée aux invectives et à l'outrance de vos partenaires de la France Insoumise. Moi, on n'a pas assez débattu, Madame Taillé-Polian. À l'Assemblée nationale. C'est vrai quand même. Reconnaissez néanmoins qu'on n'a pas pu débattre à cause de la NUPES dont vous faites partie, Madame Taillé-Polian. De l'extérieur, nous, les auditeurs de Sud Radio, nous, de l'extérieur, effectivement, on peut vous confirmer qu'on vous a vu débattre, mais alors que c'était pas forcément très constructif. Bon, est-ce que ça le sera au Sénat? C'est la question, puisque ça y est, les débats peuvent commencer. Edwige Diaz, vous imaginez que ce qui va se décider au Sénat sera finalement ce qui va sortir de cette loi retraite? Je ne sais pas comment ça va se passer au Sénat, parce que c'est vrai qu'avec les LR, on peut avoir toutes les raisons d'avoir des craintes. Voilà. On sait que les LR sont la béquille du gouvernement. Le gouvernement qui se recroqueville, qui se replie sur lui-même, qui agite le chiffon rouge en disant on va vous baisser les pensions, on va augmenter les impôts. Ce même gouvernement, cette majorité qui agite aussi le chiffon rouge en parlant du Rassemblement national comme étant de l'extrême droite. Pardon, chers collègues,
mais vous êtes suffisamment intelligent pour savoir que l'extrême droite correspond à une réalité bien précise, une description très précise, et le Rassemblement national, évidemment, ne correspond pas à cette définition. De l'extrême, c'est ce que vous dites. De l'extrême droite, voilà, nous sommes des nationaux, des souverainistes, nous sommes le parti du bon sens, et nous avons des propositions à faire en matière, Sophie Taillé-Polian, de retraite. De la NUPES dit vous êtes des nationalistes. Nous, bon, ok, d'accord. On avance sur l'histoire du Sénat. Avançons. Moi, je veux dire. Nous sommes bien d'accord que le texte. Non, mais c'est parce que je vais préciser pour qu'on soit tous bien dans le même sens. Les auditeurs réagissent d'ailleurs au 0800 26 300 300. Vous n'hésitez pas à intervenir, mais nous sommes bien d'accord que le Sénat va proposer une mouture, et comme de fait LR et le gouvernement, enfin Renaissance, seront majoritaires, ce qui sortira sera voté après à l'Assemblée nationale. Vous confirmez, Edwige Diaz, ou non? Ça sera présenté en commission mixte paritaire, et moi je veux vous réaffirmer que le député RN qui fera partie de cette commission mixte paritaire continuera de s'opposer à cette réforme des retraites, parce que nous voulons que le gouvernement écoute les 90% d'actifs qui veulent rejeter cette réforme des retraites. Donc nous allons continuer de nous battre, et vous n'êtes pas fataliste? Non, et permettez-moi d'évoquer un regret. Moi je regrette que par sectarisme, la NUPES ait décidé de ne pas voter la motion de censure proposée par Marine Le Pen le dernier soir des débats. Sophie Taillé-Polian vous répond. On aurait pu apaiser la France, on aurait pu arrêter là cette question de la retraite. Nous ne nous résoudrons jamais à ce que cette réforme ne soit pas retirée. Et c'est la raison pour laquelle, comment peut-on avoir un débat serein quand nous ne sommes pas d'accord sur le diagnostic, et quand le gouvernement ment pas à pas? Je vous rappelle qu'on est juste passé de 1,8 million de personnes qui devaient toucher 1 200 € par mois à la vérité, c'est-à-dire 10 à 20 000 personnes. Donc après tous les mensonges, comment voulez-vous avoir un débat serein? Après, moi je ne me résous pas non plus que le gouvernement fasse sa tambouille au Sénat, ok, mais ça ne nous engage pas. Le Sénat, il est représentatif d'une certaine partie de la France. On sait qu'il y a des toutes petites communes qui sont plus représentées, certains départements plus que d'autres. Il n'a pas la représentativité et la légitimité de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale n'est pas du tout tenue par les tambouilles entre le gouvernement et les LR qui auront lieu au Sénat. Donc on aura notre mot à dire, que ce soit dans une nouvelle lecture ou dans une CMP. Donc voilà, et je veux dire, aujourd'hui comme hier, nous ne sommes certainement pas prêts à stopper notre revendication, c'est-à-dire le retrait de cette réforme que tous les Français et les Françaises demandent. Personne ne baisse les bras, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, Mathieu Lefebvre notamment, vous député Renaissance. Les auditeurs de Sud Radio vous ont écouté aussi, et ils répondent. On part dans les Landes. Yann est avec nous. Bonjour Yann. Oui, bonjour à tous, bonjour à vos invités. Oui, effectivement, ça me fait bondir, moi. Allez-y, dites-nous pourquoi. Alors, je vais vous dire, moi, je suis un ancien élu en plus, je suis un cadre LR, je suis toujours encarté LR. Très clairement, la Renaissance et le macronisme, ce ne sont pas nos amis. On n'a pas à être les faire-valoir de Macron et de cette petite tambouille politicienne dont ils font. Vos députés qu'on a là en téléphone, que vous avez sur plateau, moi je dis que ces gens sont hors sol complet. Oh non, j'ai pas l'impression. Chacun son expérience et son avis. Moi je vais vous expliquer une chose. Tout à l'heure, quand on parle de l'énergie, on nous parle de transport en commun et compagnie. La France, ce n'est pas Paris. D'accord. Moi, j'habite à côté de Dax. Oui. Entre Mont-de-Marsan et Dax. D'accord. Donc aujourd'hui, ici, il va falloir nous expliquer comment nous, ici, en province, on fait pour se déplacer en transport en commun qui n'existe pas. On est obligé de prendre notre voiture. Donc ça, c'est un exemple qui montre bien que voilà le côté hors sol. Attendez, dans ce que fait le gouvernement, on va continuer. Dans ce que fait le gouvernement, l'aide là qui est prévue, elle est prévue pour les salariés. Que fait-on pour les auto-entrepreneurs? Que fait-on pour les entrepreneurs? Que fait-on pour les gens qui ont des entreprises et qui n'ont pas le choix que de prendre des véhicules? Moi, je suis agent immobilier, je fais des milliers de kilomètres par an. Je n'ai pas le choix que de prendre ma voiture pour aller voir mes clients. Mais essayons, Yann, essayons de rester quand même sur le thème que nous développons. Sur les retraites. Voilà, le Sénat. Les retraites aujourd'hui, moi je suis complètement opposé à ça, et nous sommes pas et je suis pas le seul à être opposé à ça, et pourtant je suis un cadre LR, vous voyez, et je peux vous assurer que ça me fait bondir parce que cette réforme de retraite n'est pas du tout obligatoire. Je suis désolé de vous souhaititez la repousser, c'est ça? Pas de réforme des retraites
maintenant. Non, ça doit être abrogé. C'est pas repoussé, ça doit être abrogé. Ouais. Cette réforme n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce que très clairement, aujourd'hui, il y a tous les baby-boomers, en fait, tous ces gens qui commencent à atteindre des âges canoniques, bientôt ne seront plus là. De toute façon, l'équilibre des caisses y est. Les caisses ne sont pas en déficit. Non. Les systèmes de retraite, alors messieurs les députés et mesdames les députés, un système spécial, de régime spécial, s'il y en a bien, c'est le vôtre et celui des sénateurs. On est bien d'accord que quand vous aurez fait 50 députations, vous partirez à la retraite avec minimum 680 et quelques euros par mois de retraite pour 50 députations. Bon, voilà un exemple concret. Bon, merci Yann, on va faire circuler la parole. Merci comme Yann qui nous appelle des Landes, pas loin de Mont-de-Marsan ni de Dax, vous l'avez compris, et cette belle région aussi, 0826 300 300. Mathieu Lefebvre, sur ce que dit Yann, sur la partie retraite, bien sûr, oui. Lui il dit pas maintenant la loi sur les retraites, vous dites si maintenant. Il dit même pas du tout. Je voudrais d'abord lui dire que sur la retraite des députés, c'est faux. Les retraites des députés sont alignées sur le régime général. C'est pas un régime spécial, c'est régime spécial pour les sénateurs. C'est encore le cas pour les sénateurs. Et moi, j'appelle les sénateurs à faire preuve de responsabilité et à s'aligner eux aussi, comme la majorité l'a fait sous le précédent quinquennat, sur le régime général. Ce matin, Bruno Retailleau a dit d'ailleurs que ça valait le coup de se pencher sur la question. Je pense que les sénateurs auraient tout intérêt, mais les écologistes ont fait une proposition de loi. Et les écologistes ont fait une proposition. Les écologistes du Sénat. On ne peut pas nous demander la suppression des régimes spéciaux et ne pas être irréprochable en la matière. Monsieur Yann dit il n'y a pas de choc démographique. Yann, il y avait 4 cotisants pour un retraité dans les années 60, il y en a aujourd'hui moins de 2. On peut nier le déficit démographique, on peut nier le déficit budgétaire. Mais dans ces cas-là, il faut m'expliquer pour quelles raisons, 1, le gouvernement prendrait le risque de l'impopularité, et 2, pour quelles raisons l'ensemble des pays européens ont relevé l'âge légal de départ à la retraite et ont relevé progressivement la durée de vie au travail. Justement, Sophie Taillé-Polian vous propose de vous répondre. Pour faire des économies, pour payer autre chose que les retraites, c'est-à-dire pour payer votre politique fiscale, de désarmement fiscal, et ce terme finalement vient de la Cour des comptes, donc c'est pas moi qui l'invente, de désarmement fiscal que vous avez opéré. Donc oui, vous avez envie de baisser l'argent que nous mettons collectivement pour les retraites, afin de pouvoir avoir un équilibre global, pour pouvoir continuer à financer votre politique fiscale qui favorise les plus aisés et les multinationales. C'est un choix que nous ne pouvons accepter. Aujourd'hui, il est clair, et quand on lit le rapport du corps, on le voit bien, il y a un problème conjoncturel, c'est-à-dire sur un moment précis et limité pour un coût limité qui correspond à quelques milliards d'euros qui sont facilement trouvables. Si on mettait mais nous avons des solutions. On a passé des jours à en débattre d'ailleurs. Vous avez des solutions, vous avez des idées d'impôts. Oui, je vous le confirme, on a des idées d'impôts sur les multinationales. On a des idées d'impôts sur les dividendes. On a des idées d'impôts pour faire en sorte que les entreprises, et notamment les plus grosses, cotisent correctement. Et nous avons bien compris que c'était la divergence. J'aimerais avoir le point de vue du Rassemblement National et de Vich Diaz. Vous dites non, pas non plus maintenant de loi de retraite. Ah oui, nous sommes opposés à cette réforme et nous avons énoncé très clairement que si toutefois la réforme venait à être votée, avec Marine Le Pen au pouvoir en 2027, on ferait une machine arrière et on proposerait aux Français... Vous avez déjà imaginé d'être au pouvoir donc oui, nous nous y préparons tous les jours. Très bien. Et nous proposerons aux Français d'adopter ce qui composait notre programme présidentiel, c'est-à-dire partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités dès lors qu'on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Et sinon, une progressivité jusqu'à 62 ans avec jusqu'à 42 annuités. Moi, je voudrais juste du coup répondre à votre auditeur des Républicains. Moi, j'ai entendu qu'il était opposé à cette réforme des retraites. Je crains qu'il ne soit une fois de plus trahi par ses représentants. Parce que la majorité des députés républicains semble être favorable, oui, tout à fait, semble être favorable à cette réforme. Je rappelle que l'ensemble des députés LR n'ont pas voté la motion de censure proposée par le Rassemblement National et que seule une poignée d'entre eux, que je remercie, ont voté en faveur de la motion référendaire. Et aussi, moi je suis de cette région, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes de Gironde, et donc je connais bien le département des Landes. Ce que je veux dire à ce monsieur, c'est que pareil, au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, les LR votent systématiquement comme le PS. Donc que ce monsieur prenne sa carte au Rassemblement National. Reparlez-vous-en en tout cas. Je voudrais prendre au 0826 300 300 Jean-Étienne, avant la petite pause publicitaire. Jean-Étienne est de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Jean-Étienne, on a une petite minute avec vous. Je voudrais que vous nous donniez votre point de vue. Après il y aura la pub et puis bien sûr nous en reparlerons avec les députés. Bonjour Jean-Étienne.
Bonjour à tous. Je voulais donc m'adresser particulièrement à Monsieur Lefebvre, parce que moi je trouve que cette réforme de la retraite, et ce n'est que mon avis, est injuste, et pas que mon avis, et heureusement, est indigne, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, j'essaie d'aller vite, des annonces du gouvernement, chacun fait le constat que cette réforme, on va être clair, c'est la double peine pour les Français. Elle contraint les Français à travailler plus longtemps. Moi, je suis professeur, donc par exemple, un professeur qui est né en 63, qui pensait pouvoir partir à la retraite en 2025, il devra travailler une année supplémentaire après le passage de la réforme. Et pour vous, ça, c'est pas imaginable. Non, mais on échange, il n'y a pas de souci. Oui, j'ai bien compris. Je termine juste, j'en ai pour 2 secondes. Oui. Ça me fait plaisir de passer à l'antenne. Ça nous fait plaisir aussi. Et elle entraîne, pour moi, une baisse, parce que j'essaie quand même de bien analyser tout ça, quand même irrémédiable des pensions de retraite. C'est-à-dire qu'en reportant l'âge légal de départ à la retraite, et je vais finir, le nombre de Français, on va dire, décotés, augmentera significativement. Et donc le nombre de retraités pauvres aussi. Par exemple, et pour terminer, l'ancien directeur, Monsieur Lefebvre, général de la sécurité sociale de Suède, par exemple, qui a d'ailleurs mis en garde Emmanuel Macron, on sait que décaler l'âge légal de départ à la retraite, c'est appauvrir les retraités. Bon. Et je voudrais juste terminer avec des 3 choses qui me gênent. Oui, alors très court, Jean-Étienne, très court. Ça va être hyper court, et merci de m'avoir laissé parler. C'est que je trouve 3 choses. Que la fin de la plupart des régimes spéciaux, c'est une mesure de justice sociale, c'est faux. La hausse de la pension minimale à 1 200 €, c'est complètement faux, c'est une mesurette. Et enfin, la réforme qui renforce le dispositif carrière longue, c'est faux. C'est une véritable usine à gaz technocratique. Voilà. C'était très clair, Jean-Étienne, merci. Vous nous appeliez de Colombes dans les Hauts-de-Seine. On marque la fameuse petite pause publicitaire, mais nous revenons, les députés sont là. C'est jeudi politique, c'est Sud Radio, 0826 300 300. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. La balle est dans le camp des sénateurs. Ce sont eux, les sénateurs, qui décident en ce moment de l'évolution de la loi sur les retraites. Et ce sont nos députés, puisque c'est jeudi et c'est politique sur Sud Radio, qui en débattent. Sophie Taillé-Polian, vice-présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Edwige Diaz, député Rassemblement national, et puis Mathieu Lefebvre, député Renaissance de la majorité. Donc, dites-nous, l'emploi des salariés, il en est question. Parce qu'il y a quelque chose qui énerve particulièrement les Français, les auditeurs de Sud Radio nous le disent aussi. C'est bien de vouloir prolonger l'âge de départ, mais s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de travail pour les plus âgés, ça devient problématique. Alors bon, vu que vous êtes au pouvoir, Mathieu Lefebvre, dites-nous quand même qu'il est temps de faire quelque chose, parce que là, oui, on veut bien travailler plus, oui, mais on ne peut pas. Vous avez raison, il est temps de favoriser l'emploi dans ce pays, et je crois que les résultats obtenus par la majorité depuis ces 6 dernières années sont éloquents. On a le taux de chômage le plus bas depuis 2008. Mais mes 2 débatteurs contradicteurs... Pas le taux de chômage des seniors, en l'occurrence. Non, mais enfin, il s'est néanmoins amélioré. C'est ça dont il est question. Il s'est singulièrement amélioré depuis la réforme de 2010, parce qu'on observe que le taux d'emploi des seniors, des 60-64 ans notamment, a doublé depuis la réforme de 2010. C'est donc bien que la réforme, elle produit des effets. En revanche, mes 2 contradicteurs se sont opposés à la mise en place d'un index senior pour évaluer les pratiques des entreprises en la matière. Et, ce qui permettrait plus de transparence. Plus de transparence, et puis aussi des sanctions pour les entreprises qui refuseraient de s'y livrer. Mes 2 contradicteurs ont également refusé d'aligner la fiscalité qui pèse sur les licenciements avec celle sur les ruptures conventionnelles qui sont parfois faites 2 à 3 ans avant l'âge légal de départ en retraite. C'était des outils indispensables, je crois, pour éviter précisément qu'on prenne les seniors pour ce qu'ils ne sont pas. Eh bien, Mathieu Lefebvre, vos 2 contradicteurs avec un E à la fin, ou contradicteuses si c'est ce que dit la langue, ou contradictrices aussi, vous répondent. Non, mais ça c'est une belle histoire, la féminisation de notre langue existe, française. Là, voilà, c'est triste. On existe. C'est triste. Sophie Taillé-Polian, c'est vrai qu'il faut être peut-être un petit peu plus exigeant et un petit peu plus actif sur l'obligation d'employer les seniors, non ? Bien sûr qu'il faut être plus exigeant avec les entreprises qui le peuvent, au lieu finalement de les subventionner massivement sans aucune contrepartie, ni sociale ni environnementale. Moi, ce que j'observe, c'est que ce projet de loi retraite, il demande à tous et toutes de travailler plus, et plus aux modestes, plus aux femmes, et sans aucun dispositif qui vienne réellement prévenir,
les risques professionnels, les risques sur la santé, etc., etc. Moi, quand on me dit « Ah, mais vous savez, il y a plein d'emplois non pourvus, il faut que les personnes qui ont eu un emploi pénible y aillent ». Mais en fait, quand vous avez été aide à domicile pendant 20 ans, que vous avez déjà les troubles musculo-squelettiques, vous ne pouvez pas aller faire du service en terrasse ou en restaurant. En fait, donc, ça doit être à la carte. Mais en réalité, dans notre société aujourd'hui, avec les gains de productivité, il faut travailler moins et dans un travail qui soit plus respectueux du corps. Voilà ce qu'il faut faire. Tout dépend si le travail sollicite le corps ou non. Et non pas travailler davantage au mépris de nos capacités physiques. Ouais. Aujourd'hui, le gouvernement, avec ce projet, s'apprête à enlever les 2 plus belles années de retraite à toutes les Françaises et les Français. C'est profondément injuste et c'est profondément aussi inutile au vu des chiffres que nous avons sur le financement du système. Edwige Diaz, nous revenons sur la question de l'emploi des seniors, mais aussi parlons aussi de l'emploi des femmes finalement. Est-ce que cette loi sur les retraites ne nécessite pas de dire à chaque cas, chaque profil, chaque carrière, chaque décision finalement? Alors moi, je voudrais commencer par m'étonner de l'autosatisfaction affichée de mon collègue Renaissance qui ose nous dire que la Macronie a tout fait pour l'emploi. Enfin, pardon, on n'a jamais eu autant de désindustrialisation en France. En ce moment, c'est le salon de l'agriculture. Ça date pas d'aujourd'hui, la désindustrialisation. Oui, mais ça s'est accentué. Et l'agriculture sous François Mitterrand, c'était pas mal quand même. Il y a actuellement le salon de l'agriculture et on voit bien que malheureusement, il y a des fermetures en cascade d'exploitations agricoles. Et là, vous en êtes également responsable. Moi, j'entends régulièrement les présidents de tribunaux de commerce qui nous alertent sur le nombre de faillites exponentielles et qui va évidemment conduire à des mises en situation de demande d'emploi d'un certain nombre de nos compatriotes. Donc sur l'index senior, mais là évidemment c'était un gadget, c'est pas avec ça qu'on va régler le problème de l'emploi des seniors. Alors c'est avec quoi ? Nous avons proposé, avec Marine, nous avons proposé deux mesures. Donc nous avons compris. Marine Le Pen. Voilà. Nous avons proposé deux mesures très importantes. Donc 2 mesures très importantes pour favoriser l'emploi et le maintien en emploi des seniors. La première, c'était de leur réserver une part des places dans la fonction publique, précisément pour leur assurer une carrière jusqu'à leur retraite. Et ensuite, nous voulions faire des seniors des salariés protégés, c'est-à-dire des personnes plus difficiles à licencier parce qu'il faut l'accord de l'inspection du travail. Mais du coup, si elles sont plus difficiles à licencier, elles sont encore plus difficiles à réembaucher. Ça, c'est le problème. Mais déjà, on va essayer de les maintenir dans l'emploi qu'ils ont actuellement. Et donc, ces 2 propositions, et je le regrette, ceux qui n'ont plus d'emploi et qui veulent en retrouver un, ont fait l'objet d'un vote défavorable de la part de mes 2 opposants. Réaction sur la première proposition, parce que j'ai un peu devisé sur la seconde, mais Mathieu Lefebvre, sur le service public. Oui, le fait de réserver des emplois. Écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est une proposition qui paraît... Là, pour le coup, ils en font. Vous leur demandiez des propositions, oui, ils en font. Ils en font, mais ils ont aussi opposé, par exemple, au compte de prévention de la pénibilité. Ils sont aussi opposés à la suppression... Oui, mais ils proposent ça. C'est quoi votre réponse sur les seniors, la fonction publique? Les seniors. Je ne sais pas si on est capable, objectivement, de réserver des emplois pour des personnes seniors. Ça me paraît un petit peu coercitif. Et, ça, vous n'y croyez pas? C'est-à-dire que... Objectivement, je n'y crois pas. Bon, d'accord. Et vous, Sophie Taillé-Polian? Aujourd'hui, dans la fonction publique, par exemple, les personnes inaptes, on les licencie pas, contrairement au privé, parce qu'on n'a pas le droit, et c'est tant mieux, parce qu'elles ne tombent pas dans la pauvreté. Mais on a le plus grand mal à accompagner, alors qu'on met des moyens, à accompagner le changement de carrière, etc., etc. Donc, je dirais que c'est pas la solution. La solution, c'est de faire en sorte qu'on travaille moins pour que le corps soit le moins brisé possible, arrivé au moment... Mais c'est un coût de travailler moins pour la société. C'est ça ce qu'on vous reproche, finalement. Mais bien sûr que ça a un coût pour la société. Mais toute la question, fondamentalement, dans ce texte, c'est la question du partage des richesses. Bien sûr, c'est la question principale. Et c'est de là que ça part. Bon, Mathieu Lefebvre, si les sénateurs vous proposent une mouture, ils vous proposeront une mouture, d'ailleurs c'est pas si, on peut dire que c'est fait après à l'Assemblée nationale ? Ça, je sais pas, ça dépendra. Mais vous en pensez quelque chose quand même. En tout cas, nous, on votera une réforme si elle n'est pas dénaturée politiquement et budgétairement. Et toute la majorité sera unie pour la voter compte tenu de son caractère indispensable. Mais eux vous mettront la pression si vous ne votez pas les LR, bien sûr. Oui, vous êtes obligé de vous entendre. Moi, je ne veux pas préjuger de ce que sera le vote des députés républicains, des députés socialistes, écologistes qui pourraient éventuellement changer d'avis. On verra à l'Assemblée nationale. Il n'en est pas question.
Nous exigeons le retrait de cette réforme avec les personnes. Non, je pensais aux députés socialistes. Moi, j'imagine que quand on a fait... C'est marrant, sur la dernière ligne droite, vous avez tout lâché, ça y est, c'est fini. Je suis désolé. Et nous serons au cœur de la mobilisation. Je suis désolé. En tout cas, je vous remercie vraiment parce que c'était un plaisir de vous écouter. Les auditeurs de Sud Radio vous ont appelé, vous ont posé des questions, vous avez répondu. Sophie Taillé-Polian, Mathieu Lefebvre, Edwige Diaz, nos 3 députés ce matin sur Sud Radio. Si ça vous intéresse, vous restez à l'écoute de Sud Radio parce que Sabine Procoris, qui a écrit Les habits neufs du féminisme, est notre invitée après. Alors elle a une vision particulière du féminisme, elle l'est, mais peut-être pas de la même manière que les autres. Si ça vous donne quelques idées, je vous regarde les uns et les autres. Sud Radio, à tout de suite, les infos dans un instant. Imaginez avoir écrit cela dans les années 60, c'est magnifique. C'était les prémices du féminisme. Aujourd'hui, le féminisme, c'est l'ère MeToo. Et forcément, le féminisme met des habits neufs. C'est le titre du livre, Les habits neufs du féminisme. Êtes-vous féministe, vous, les auditeurs de Sud Radio ? 0826 300 300, vous nous le dites, ou alors êtes-vous féministe, mais un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui. C'est d'ailleurs l'idée que développe et propose Sabine Procoris, qui a écrit Les habits neufs du féminisme aux éditions Intervalle. Bonjour Sabine Procoris. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste. Alors j'en profite pour dire, ce n'est pas un très gros livre, il y a 80 et quelques pages, mais c'est écrit avec une expertise philosophique et psychanalyste. Donc il faut vraiment bien prendre le temps de le lire. Et ça commence de manière assez forte. Regardez ce cœur d'hommes blancs imbus de leur autorité justifiant le droit que s'arroge un violeur en série. Ça, ce sont des propos féministes que vous fustigez. Il faut lire le tweet en entier, parce que la suite quand même... Mais ça aurait fait long en radio. Oui, mais la suite, c'est quand même... On le promet à une mort ignominieuse, oui. Et on va le castrer en prime pour le jeter au port. Donc c'est quand même... c'est pas un tweet d'un troll, si vous voulez, comme on en a des centaines sur les réseaux sociaux. C'est très violent. Un professeur d'université, et le violeur en série, c'est qui ? C'est Donald Trump. Pourquoi ? Alors, Donald Trump, vous vous rappelez, a été accusé au moment où c'est pas Donald Trump, pardon. Au moment où il voulait, c'est pas Donald Trump, c'est le juge Brett Kavanaugh, excusez-moi. Oui, aux États-Unis, toujours. Quand Donald Trump voulait le faire nommer à la Cour suprême, en raison de ses positions conservatrices sur l'IVG, au lieu que les féministes, c'était en 2017, au début de MeToo, au lieu que les féministes se préoccupent de cela, moi, je n'ai vu aucun hashtag mondial « je veux pouvoir avorter librement ». Non, elles se sont jetées sur une frasque sexuelle alléguée 40 ans auparavant, où il aurait montré son sexe. C'est pas très glamour, je vous l'accorde. Effectivement. Ils étaient tous bourrés quand il avait 17 ans dans une boum. Donc ça, déjà, violeur en série, c'est un peu beaucoup. Ça fait beaucoup. Et c'est quand même, les urgences féministes ne semblent pas exactement celles-là sur ce chapitre. Et ça plante le décor de votre livre, en fait. Ce que vous dites... alors, vous dites plein de choses, mais j'essaye de synthétiser. Oui. C'est finalement les féministes d'aujourd'hui se trompent de combat ? Souvent se trompent de combat pour beaucoup de raisons. D'ailleurs, vous avez cité vous avez dit le féminisme met des habits neufs et le titre de mon livre, mais le titre de mon livre fait référence à un conte de Grimm. Je pense qu'il m'a énormément marqué, que vous connaissez tous, qui est le conte des habits neufs de l'empereur. D'accord. Où deux escrocs se présentent devant un empereur très très comme ça magnifique, cet empereur, et il lui propose de lui faire le plus bel habit du monde avec des pierres précieuses, des perles, des émeraudes et des fils d'or. Donc il demande tous ces matériaux, toutes ces choses-là qui coûtent évidemment très très cher, et puis ils cousent, ils sont dans leur atelier et l'empereur vient... Et alors ils ajoutent quand même une chose importante, c'est que si ceux qui ne verront pas le vêtement, c'est la preuve qu'ils sont bêtes. Ouais. Ils prennent leurs précautions. Donc l'empereur vient faire les essayages, mais il n'y a pas d'habit. C'est-à-dire qu'ils empochent juste les pierres précieuses et le reste, mais ils ne font rien. Et puis quand l'habit est censé être terminé, il revêt l'habit, c'est-à-dire il est nu. Et il ne revêt rien du tout. Et il part en procession dans la ville, il fait froid, il a froid, donc il se dit... Il voit pas d'habit, mais il dit, je vais surtout pas le dire parce que j'aurais l'air de quoi, puisqu'on est bête si on voit pas l'habit. Les courtisans, tous aussi, ils disent, on va pas avoir l'air bête. Sauf un petit gamin qui dit tout d'un coup, mais il est tout nu. Donc l'empereur continue,
mais en fait, il est tout nu, il n'y a pas d'habits. Et je pense que quand je dis les habits neufs du féminisme, je veux dire par là que le féminisme contemporain, le MeToo féminisme, il est déréalisé. Voilà. Bon, alors, bravo pour ce petit conte de Grimm que je n'ai pas lu. Alors, j'en parlerai à ma mère, justement. Ah bah oui. Parce que ça m'aurait aidé. Ça m'aurait aidé. Bon, le féminisme, vous en parlez, hein, 0826 300 300, vous les auditeurs de Sud Radio, parce que, bon, la tendance du livre de Sabine Procoris est claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est la problématique plus du genre. Voilà. C'est la remise en question d'une espèce de suprématie d'un sexe sur l'autre. Alors, reprenons chaque problématique. Le genre, la théorie du genre, c'est-à-dire la féministe aujourd'hui, ou le féministe, pourquoi pas, ne veulent plus de genre. Non, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire, il y a la question de la lutte contre la domination dans les sociétés, l'assujettissement des femmes aux hommes, c'est pas une affaire récente. Non. Ça date même de bien avant mai 68. Quand même, le deuxième sexe, c'est 1949. Et depuis Olympe de Gouges, etc., les suffragettes britanniques, etc. C'est-à-dire la question de la domination masculine, la valence différentielle des sexes, plutôt, comme disait Françoise Héritier, c'est un thème évidemment du féminisme, dont le sens est lequel ? Que le fait que, disons que pour le résumer dans les mots de Simone de Beauvoir, le fait d'avoir des ovaires ne vous prédispose pas à une vie d'assujettissement. C'est tout. C'est ça. Voilà. Donc maintenant la question du genre. Alors le genre, c'est utilisé. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui sur la question du genre. C'est-à-dire que le terme n'est pas utilisé au sens ni sociologique, ni historique, ni même psychique. À savoir un concept qui permet de décrire la manière ou les manières dont les sociétés et les individus se rapportent à ce que Robert Musil appelait la complication réaliste, c'est-à-dire la réalité matérielle du sexe. Ouais. C'est utilisé autrement, le genre. Alors, oui, donc c'est utilisé autrement, sous-entendu, finalement, s'il y a un genre, on accepte la domination. Non, c'est pas ça. C'est que le genre, aujourd'hui, dans la mouvance, disons, de la philosophe Judith Butler et de toute cette mouvance qui est relayée en France par exemple, Preciado. Ouais. Mais ça n'est pas ça. Le genre, c'est une théorie de la domination occidentale hétéropatriarcale. Autrement dit, le genre, c'est pas un concept descriptif, c'est la matrice qui permet de penser la domination. C'est comme ça que le planning familial vous explique genre, classe sociale, ce que ce n'est pas. Voilà. Et il dit qu'en Occident... Quand vous dites c'est ça, bien sûr, chez les féministes d'aujourd'hui, oui, c'est-à-dire c'est pas du tout le genre au sens classique, c'est le gender américain, si vous voulez, qui vient de là, qui est juste une théorie en fait circulaire de la domination. Donc on est à côté, on n'est pas dans la réalité. Bon, on est clairement en présence chez ces féministes-là dont vous parlez d'une guerre contre les hommes qui, en plus, alors là, c'est dans votre livre une partie très importante qui se nourrit finalement du virtuel des réseaux sociaux. Oui, alors bon, j'ajouterais juste une chose, justement puisque vous parlez du virtuel. Le genre, c'est produit par ce qu'ils appellent un récit. Et le récit, alors il va falloir faire un contre-récit, mais le récit, c'est pas juste ce qui vous raconte la réalité d'une manière plus ou moins biaisée, c'est ce qui génère la réalité. Y compris la réalité matérielle. Non, c'est ce que ça génère. Le planning familial vous explique en gros que le récit patriarcal assigne le sexe à la naissance, c'est-à-dire on constate pas le sexe d'un enfant, on le génère par des normes de longueur du pénis et du clitoris, qui est juste délirant. Donc oui, alors évidemment ça fait partie des discours féministes que vous avez entendus. Bien sûr. Et donc, quelle démarche vous avez eue pour écrire ce livre, Sabine Procoris, hein, je le rappelle à nos auditeurs de Sud Radio, vous êtes philosophe et psychanalyste. Vous avez compulsé toutes les déclarations. Ça fait très longtemps que je compulse, parce que déjà, en fait, il vient dans la suite de mon livre précédent qui s'appelle Le Mirage MeToo, qui est paru il y a un peu plus d'un an, dans lequel j'analyse absolument cette gendérisation du féminisme, comme je dis. Et ça date de quelle période? Alors commence quand? Ça commence, je pense, cette tendance-là arrive au début des années 2000. Au début des années 2000. Avec l'idée de l'inclusivité et de la lutte des minorités, mais les minorités conçues comme des identités. D'ailleurs, c'est assez curieux de considérer les femmes comme des minorités, parce que ce n'est ni anormal d'être une femme, donc c'est pas juste un écart par rapport à la norme, ni au sens statistique. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où on est discriminé,
on a une identité victime, si vous voulez. Donc, on fait de la situation de discrimination une identité. Donc ça commence dans les années 2000 et ça a explosé dans le champ féministe avec MeToo. Ce qui en fait ressort, par exemple le récit patriarcal qui assignerait arbitrairement à la naissance, voilà ce que vous disiez. Donc ça veut dire finalement que dans ce combat de certains féministes, on part du principe d'une certaine manière que être femme, c'est être désavantagé. Donc on va finalement dans le sens contraire de ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire, ça, c'est, si vous voulez, le fait que les femmes... Alors bon, en plus, il faut regarder les choses de près et l'évolution des choses dans nos sociétés. On n'est pas en Afghanistan. Quand vous voyez le rapport du Haut Commissariat à l'égalité, vous avez l'impression qu'on nous parle de la situation des femmes en Afghanistan. Ouais, ni en Afghanistan, ni en Iran, ni dans de nombreux pays, simplement, bien entendu que le fait de naître dans telle situation, c'est une femme... D'une certaine manière, dans la plupart des sociétés, et historiquement, on est désavantagé, d'accord ? Mais la question, c'est conquérir en effet l'égalité. Mais là, il ne s'agit pas de conquérir l'égalité, il s'agit de retourner la domination, c'est-à-dire de prendre le pouvoir. De retourner même un peu plus loin la nature en elle-même, non ? La nature, enfin, que voulez-vous, la nature, c'est pas ça qui détermine qu'on soit homme. Enfin, c'est-à-dire, ce qui est réel, la réalité matérielle, la complication réaliste, comme on dit, bien entendu, elle existe. Après, le fait de s'identifier comme homme ou femme, pour personne, ça n'est un trajet direct du corps à la vie psychique. C'est un trajet sinueux qui passe par des identifications inconscientes, si bien que par exemple, la minorité, enfin, comment dire, l'exception trans, c'est juste un cas particulier du parcours ordinaire. Sauf que les effets ou les conséquences pratiques et matérielles sont beaucoup plus compliquées que pour la plupart des gens. Oui, puisqu'on sort de certains repères sociaux qui sont très forts. Comme disait très bien Fanny Ardant, est-ce que ça vous définit vraiment d'être homme ou femme ? Pas vraiment. D'ailleurs, quand on considère le corps électoral, comment il est défini ? Pas parce qu'on est homme ou femme, mais par la majorité et l'âge et la citoyenneté. En tout cas, dans les démocraties modernes. Bon, sur ce féminisme-là, il est question finalement d'un petit peu de manichéisme, de dire les hommes sont pourris et les femmes sont magnifiques. C'est la tendance ou pas dans MeToo ? Pour être binaire, il est binaire et manichéen. Il est binaire et manichéen. Voilà. C'est-à-dire, en gros, dans le système de domination du genre, produit par le genre et que le genre produit, donc ça tourne en rond. C'est la poule et l'œuf et l'œuf et la poule. Oui, c'est l'effet boule de neige aussi. C'est l'effet, c'est circulaire, donc c'est faux. Il n'y a pas d'analyse circulaire qui tienne. Une analyse circulaire, c'est dire l'opium fait dormir par sa vertu dormitive. Ça ne vous apprend rien, si vous voulez. Mais l'idée, c'est qu'il y a d'un côté, dans le système de domination, les dominants, les prédateurs, si vous voulez, de l'autre côté, les proies. C'est-à-dire que par définition, les femmes seraient des proies systémiques, si vous voulez. Voilà. J'ai eu l'occasion, peut-être vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, vous n'hésitez pas à réagir, 0826 300 300, sur Sud Radio, c'est le principe, même si là, c'est vrai, on vous écoute, Sabine Procoris, vous avez une approche philosophique, psychanalyste, donc avec vos mots, avec vos idées. Je suis allé voir, comme beaucoup, le film sur Simone Veil. Et j'avais ma fille avec moi, adolescente, qui, du coup, elle aussi a un petit côté féministe, comme toutes les filles d'aujourd'hui, et nous sommes venus finalement à dire que c'était une grande icône du féminisme pour les droits de la femme, mais que dans ce film, il y a des scènes dans les camps de concentration où celles qui battent sont aussi des femmes. Bien entendu. Vous croyez que les femmes ne sont pas violentes ? Bien sûr que si, elles le sont. Mais justement, puisque vous parlez de film, moi je voudrais vous parler du film dont on a beaucoup parlé tard, sur la chef d'orchestre. C'est un film magnifique, mais tout le monde l'a pris, y compris les gens les plus, même des gens, même quelqu'un comme Luc Levaillant en Libération, a vu ce film comme le portrait d'une prédatrice, sauf que la prédatrice était une femme. Mais c'est pas ça. Ce n'est pas une prédatrice, c'est pas quelqu'un qui commet des abus de pouvoir, c'est quelqu'un qui a une exigence artistique comme n'importe quel grand artiste, si vous voulez, artiste, qui est il y a des rapports de séduction mais qui sont mutuels. Ça n'est pas une MeToo, enfin une prédatrice au féminin. Réaction des auditeurs et des auditrices. Chantal à Prades, Prades dans les Pyrénées-Orientales. Oui, pas très loin de Perpignan, d'Argelès-sur-Mer, etc. C'est des vacances. Chantal, votre avis sur le féminisme. Bon, là, on sent bien à travers ce livre que on remet un petit peu les choses en place parce que il y a un féminisme extrémiste.
Tout à fait. Moi, je ne suis pas dans bonjour d'ailleurs. Je ne suis pas dans un féminisme extrémiste. Moi, j'ai 69 ans depuis peu et maman militait déjà au planning familial. Donc, j'ai vraiment été élevée là-dedans. Ouais. Mais ce qui me choque énormément, maintenant avec le recul du temps et de l'âge et surtout de la patience, je m'aperçois que tout est fait, même dans les chansons. Quand on écoute une chanson, quand on est femme maintenant, on s'aperçoit que tout est fait pour un masculin. Et ce qui me dérange souvent dans les combats féministes d'aujourd'hui, qui ont un petit peu, philosophiquement, un peu dégénéré vers de l'américanisme, où tout est dans l'excès, je trouve que, par exemple, la grande gloire que je serais, par exemple, pour le salaire, eh bien, puisque nous avons 25% de moins, oui. Et que les hommes aient 25% de moins comme nous. Ils vivraient pareil que nous. Là, oui, ça serait une superbe lutte. Oui, oui. Mais ensuite, au quotidien, comme la dame vient de le dire, dès qu'il y a un film fait par une femme, immédiatement, ça devient quelque chose d'exceptionnel et assez sulfureux. Moi, je suis une ancienne chef de cuisine et j'ai connu, quand les femmes étaient en cuisine, nous étions très mal vus. Quand on faisait un faux plat, c'est un milieu assez macho. Hein. Mais voilà, mais on me disait, excusez-moi le mot, est-ce que vous avez vos ragnagnas? Non, mais de quoi je me mêle? Aïe, aïe, aïe. Bien sûr. Ouais. Bon, merci Chantal. Et merci aussi pour votre clin d'œil sur les musiques, parce que j'ai volontairement pris une chanson très ancienne de Barbara pour lancer le débat, parce que c'est vrai que c'était très féministe, mais c'était pas la même approche. Juste pour conclure, Sabine Procoris, je rappelle, hein, vous avez écrit donc ce livre, Les habits neufs du féminisme, aux éditions Intervalle. Vous pensez que ce discours va évoluer? Alors là, j'en sais rien. Je pense qu'on en a pour un bon petit moment. Ouais. Ouais. Ouais, parce que quand on voit comment les jeunes générations sont prises dans ces combats dits inclusivistes, parce que madame parlait du planning familial, mais il faut quand même savoir que certains plannings familiales dans le sud de la France, justement, ont considéré que quand une femme était musulmane, eh bien, c'était normal qu'elle ait l'autorisation de son mari pour avoir une contraception. Oui, deux poids, deux mesures. Donc, mais oui, mais c'est parce que c'est l'alliance des discriminés, donc les musulmanes. Bien compris. Voilà. Bon, merci beaucoup à vous, Sabine Procoris. Nous nous retrouvons demain sur Sud Radio. Nous laissons la place à André Berkoff. Merci.